Imaginez un pays où tout semble fonctionner, les rues sont pleines, les vitrines éclairées, les dirigeants rassurants. Et pourtant, dans l'ombre, quelque chose se fissure, discrètement, mais irréversiblement parlant. Les choses ne vont pas, mars dernier en témoigne parfaitement, un chiffre est tombé, il est passé inaperçu, pas un mot dans les médias, et pourtant c'est un record historique, alarmant, 66 379 défaillances d'entreprises, mais un silence énorme. Ce chiffre n'est pas qu'une simple statistique, encore une fois, il est le signal d'alarme d'un système qui vacille totalement. Pendant que les marchés boursiers s'envolent, l'économie réelle, elle, tombe lentement, silencieusement, et si le prochain crash ne vient pas de Wall Street, peut-il venir de la France? Nous allons donc nous plonger dans une rediffusion de conférence que j'ai tenue, où on parle des 4 claques économiques énormissimes que la France a prises la semaine dernière. Merci à tous pour votre écoute et bon visionnage. Si toi aussi tu es partant pour te former à l'analyse fondamentale, tu peux dès à présent candidater pour Finology, qui n'est pas un simple projet mais un espace restrictif dans lequel je t'enseigne tous les points obligatoires à connaître, que tu sois un particulier qui n'ait jamais entendu parler d'économie ou un trader investisseur déjà rudement avancé sur le sujet qui cherche à approfondir la globalité de ses connaissances en interprétation économique dans le but de venir compléter ton analyse technique sur les graphiques. Effectivement, la France est quand même dans une situation cadavérique, catastrophique, c'est très délicat. Voilà, on en parle depuis maintenant un bon moment. La courbe des taux n'est pas inversée pour rien, d'accord, on peut y aller. La courbe des taux est dramatiquement inversée depuis un très long moment, et comme vous le savez, à chaque fois que la courbe des taux s'est inversée, on a eu une récession par la suite, et c'est encore plus symptomatique aux États-Unis, d'accord. Souvenez-vous, on avait déjà fait des parties de webinaire où on expliquait pourquoi c'était beaucoup plus facile, notamment sur le travail du marché de l'emploi, de pricer des récessions aux États-Unis, et pourquoi on avait des données beaucoup plus fiables qu'en France, en Allemagne ou en Europe. D'accord, très important de pouvoir le saisir. Donc effectivement, la France est dans une situation quand même compliquée, et c'est inédit dans l'histoire de l'économie française, mais en une semaine, elle a pris 4 énormes claques économiques, d'accord, et il y a des avertissements du FMI, d'accord, il y a un rapport qui a été publié il n'y a pas longtemps, et qui est relativement catastrophique sur tous les points, et on va essayer justement d'en évoquer certains sujets. Mais avant ça, il faut comprendre quelque chose, c'est que la base fondamentale d'un État, c'est d'avoir des recettes et des dépenses. D'accord, 95%, 90% des recettes de l'État français sont des recettes fiscales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État gagne de l'argent et réinvestit dans les services publics par rapport aux impôts et aux taxes qu'il peut finalement venir chercher chez finalement des foyers fiscaux, ok, donc chez des ménages ou chez des entreprises. Très important de pouvoir le saisir. D'accord. Vous voyez que la TVA ici représente quasiment, ouais, c'est 50%, quasiment 35% finalement de la totalité des recettes fiscales de l'État. Les impôts sur les sociétés, c'est quasiment 20%, d'accord. L'impôt sur le revenu, c'est quasiment un quart, 25%, et toutes les autres recettes fiscales brutes représentent quasiment 25% aussi, même un peu moralité, plutôt une vingtaine de pourcents, d'accord. Donc on comprend bien que finalement, la bonne solvabilité de l'État, si on décompose un peu le sujet, est bâtie sur le fait de gagner de l'argent sur ceux qui gagnent de l'argent. Ce qui est louable, pour le coup, il n'y a pas de souci, ok, c'est normal de payer des impôts pour pouvoir avoir un service public, etc., d'accord. Donc quelque part, l'État gagne de l'argent parce que les sociétés gagnent de l'argent, pour vulgariser le propos, d'accord. Et ce qu'il faut pouvoir saisir de très important, c'est, bon là je vous ai mis un résumé un petit peu de ce qui s'est passé en 2024, donc on voit que les recettes fiscales brutes ici s'élèvent à 484 milliards finalement d'euros, d'accord. Le projet de loi de finances 2025 demande 500 milliards d'euros, d'accord, donc ça veut dire qu'on a un trou ici entre 16 et 20 milliards d'euros, d'accord, donc c'est très important, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir finalement observer, d'accord, c'est-à-dire que là, le projet de loi demande 500 milliards et on n'a récolté que 484, ce qui est relativement très mauvais, d'accord, c'est vraiment pas bon du tout sur beaucoup de points. Encore une fois, là ici, en recette fiscale nette, on est à 348, d'accord, ici, le projet de loi est de 357. Bon, en réalité, c'est beaucoup plus que ça, comme on l'a déjà vu sur certains webinars. Il y a un trou actuellement de 20 milliards pour le budget 2026, ce qui est énorme. Ça veut dire que, comme on l'a vu par rapport à ici, la seule façon, entre guillemets, de pouvoir gagner de l'argent de la part de l'État, c'est quelque part de jouer soit sur ses dépenses, soit sur ses récoltes. D'accord? Soit il récolte plus, soit il dépense moins, pour faire très simple. D'accord?
Et donc un déficit, qu'est-ce que c'est? C'est un graphique que je vous ai mis maintes fois, d'accord? C'est le fait de dépenser plus que ce que vous gagnez, d'accord? Donc par exemple, on dépense 400 $, on récolte 400 $, on dépose 500, on a un déficit sur la première année de 100 $. Ok. La deuxième année, on a 600 $ par exemple de revenus, on dépense 800, on a un déficit global ici de 300 $ qui s'accumule au fur et à mesure des années. Alors, est-ce qu'avoir un déficit, c'est grave? Pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes très fortunées sont immensément endettées. D'accord? Mais la question centrale, c'est comment on paye un déficit. D'accord? Il y a 3 façons de pouvoir payer un déficit en globalité. La première façon de payer un déficit, c'est que votre taux de croissance global est supérieur à vos taux d'endettement et à votre taux de besoin de dépenses. Je m'explique. Par exemple, le taux de croissance, le taux d'endettement français représente par exemple sur l'année numéro 1, ok, par exemple 2%. Mais la croissance est de 5%. Ça veut dire qu'ici, il y a un reste dû de 3% qui potentiellement peut être impliqué, d'accord, soit pour 2% des dépenses, ok, et 1% de surendettement. Donc là, la somme est égale à 0, la balance est à break-even, si on peut dire ça comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que si quelque part, sur l'année numéro 1, ok, vous faites 5%, on va dire de croissance, votre taux d'endettement est de 2. Okay. Sur l'année numéro 2, vous faites 4% de croissance, okay, mais votre taux d'endettement est de 2,5. Vous comprenez bien que là, il y a un manque quelque part à gagner au fur et à mesure finalement des années. D'accord? Mais votre taux d'endettement, lui de son côté, vu que vous faites du rolling de dette, il ne peut que réaugmenter au fur et à mesure des années. Donc là, on n'est plus à 2,5, on est à 2,75. D'accord? 2,75 et par exemple, votre taux de croissance n'est plus à 4, mais il est à 3,5. D'accord? Donc c'est là où il commence à y avoir plusieurs problèmes. D'accord? N'oublions pas que ces dernières années, les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, même s'ils ont drastiquement diminué, okay, si on diminue les taux actuellement, c'est parce qu'on part du principe qu'il n'y aura pas, on va dire, de retour de l'inflation. Mais si on part du principe qu'il n'y aura pas de retour de l'inflation, on part du principe qu'il n'y aura pas forcément non plus beaucoup d'activité économique. D'accord? À partir du moment où on price une relance très solide, d'accord, on ne va pas forcément baisser les taux aussi rapidement que la Banque Centrale Européenne peut le faire. D'accord? Donc ça, c'est la première façon de pouvoir combler un déficit. La deuxième façon de pouvoir combler un déficit, à l'image d'entreprise qui investit et qui fait un énorme retour sur investissement, on gagne encore plus d'argent avec finalement l'endettement qu'on a contracté. Ça veut dire que vous avez investi, par exemple, vous êtes endetté de 10, d'accord? Votre taux d'endettement mensuel, vous êtes endetté de 12 pour 12 mois dans l'année. Votre taux d'endettement mensuel est de 1. Mais vous arrivez à gagner 1,5 par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous gagnez plus d'argent que ce que vous êtes endetté. Ça, c'est la meilleure des manières pour tourner. Ça se retrouve notamment dans beaucoup de sociétés plutôt privées ou cotées en bourse. Maintenant, la troisième façon de pouvoir rembourser un déficit, en cas d'urgence, on met en place ce qu'on appelle des politiques budgétaires restrictives. Donc on augmente les impôts, on baisse les aides, on baisse les dépenses ou autres. D'accord? Sur finalement les politiques budgétaires restrictives, on a 2 piliers. Soit on a le pilier de l'imposition, donc les taxes, la TVA ou j'en passe, soit on a le pilier des dépenses. Okay? Soit on augmente les impositions, les taxes ou j'en passe, donc pour récolter plus d'argent, soit on stabilise les dépenses par rapport à ce qu'on avait prévu, soit on diminue drastiquement les dépenses publiques. Les dépenses publiques, qu'est-ce que c'est? C'est notamment les besoins de fonctionnement. D'accord? Par exemple, ça paraît fou, mais la mairie de Paris a 50 000 employés. D'accord? Madame Hidalgo a 400 personnes qui s'occupent de sa communication tous les jours aux côtés d'elle. C'est ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement, a priori. Soit justement, vous diminuez les aides sociales. D'accord? Donc par exemple, il vous faudra non plus travailler par exemple 3 mois pour cotiser 6 mois de chômage. D'accord? Mais il faudra par exemple travailler 5 mois pour cotiser 6 mois de chômage. Donc quelque part ici, vous diminuez les aides par l'incitation au travail, d'accord? Et donc si des gens travaillent plus, des gens payent plus par de la CSG, notamment parce que la CSG, c'est, si vous voulez, par exemple, vous gagnez par exemple 2000 €, ok? La CSG, c'est des impôts qui sont prélevés à la source. Donc c'est un effort de recette fiscale. Ou vous avez aussi ce qu'on appelle la TVA sociale. Bref, on augmente finalement les recettes fiscales. Sauf que ici, c'est vrai que si on observe un petit peu le taux d'évolution du PIB de la France depuis 2021,
c'est relativement très discutable, d'accord? Par exemple, au premier quarter de 2025, le PIB français a évolué de 0,1%. Vous comprenez bien la difficulté et le bateau qui est en train d'arriver finalement dans les comptes publics qui est relativement très problématique. Ça veut dire que les dépenses restent stables, mais le taux de croissance, quant à lui, est plutôt quand même à redéfinir. D'accord? Ce qu'il faut pouvoir aussi saisir, c'est ça. C'est finalement la dette par rapport au PIB. On se rend compte que depuis 2020, la dette par rapport au PIB avait drastiquement diminué. Et entre justement 2021, 2022, 2023, 2024, entre 2023 et 2024, nous sommes passés de 109% à 113%. Ce qui est relativement très conséquent. Et comme vous le savez, comme on l'a déjà vu à travers pas mal de webinars, comme on l'a déjà vu notamment sur Finalogy, en économie, vous avez une loi qui s'appelle la courbe de Laffer. Ok, la courbe de Laffer, qu'est-ce que c'est? Ça vous montre ici justement le lien entre les recettes fiscales et le taux d'imposition. C'est-à-dire que plus vous imposez, d'accord, plus justement vous gagnez de recettes fiscales, ce qui est logique, hein, plus vous augmentez le taux d'imposition, plus vous gagnez de recettes fiscales, mais si vous imposez trop, vous perdez des recettes fiscales. Alors on pourrait se dire c'est bizarre, si on impose à 80% les entreprises, on gagne beaucoup d'argent. Oui, mais faudrait-il remettre un petit peu de qualitatif à l'intérieur? Ça vous montre du coup le lien entre l'imposition, le pourcentage que l'État prélève et les recettes fiscales, etc. Donc si l'État taxe trop, il risque de gagner moins d'argent. Entre guillemets, c'est la vulgarisation du propos. Donc imaginez une glissade d'eau qui monte d'abord, puis redescend, d'accord? Taux d'imposition à 0, l'État ne prend rien, il ne gagne aucune recette. Taux d'imposition à 100%, l'État prend tout, personne ne travaille ou investit, donc là c'est aussi aucune recette. D'accord? Si vous êtes aux deux extrêmes, vous ne gagnez rien du tout. D'accord? Entre les deux, il existe un idéal de taxation où l'État gagne le plus d'argent possible. C'est ce qu'on appelle le taux d'équilibre entre le taux acceptable et le taux dissuasif. D'accord? Ce qu'il faut pouvoir saisir ici, c'est que la première volonté, notamment du gouvernement Bayrou, okay, c'est d'augmenter la TVA. Donc quelque part, il faut comprendre que les impôts, attention, tout le monde paye des impôts en France. C'est faux de dire je gagne moins de 11 639 € quelque chose, je ne paye pas d'impôts. C'est faux. À partir du moment où vous allez faire des courses, vous payez des impôts. À partir du moment où vous allez, par exemple, mettre le plein de votre voiture, vous payez des impôts. Et la plupart du temps, l'impôt qui est commun et qui est global, c'est la TVA. D'accord? Et la première volonté du gouvernement, c'était d'augmenter la TVA. Donc on veut dire, on va pas augmenter les impôts, on va augmenter la TVA. C'est faux, c'est augmenter les impôts. Et c'est peut-être même pire. D'accord? Donc ce qu'il faut pouvoir saisir, c'est que, parce que ça augmente les prix. Si vous gagnez 1000 € et que l'État vous taxe entre guillemets à 20%, vous payez 200 € d'impôt. Si on augmente l'impôt à 40%, vous payez 400 € d'impôt. Mais si on passe à 90%, pour l'exemple évidemment c'est abusé, vous payez forcément 900 € d'impôt sur les 1000 €, mais forcément ça va créer de la désincitation au travail, partir à l'étranger, frauder, ou voire même ne pas créer d'entreprise. D'accord? Trop taxer, ça crée un effet désincitatif. D'accord, c'est très important de le comprendre. Donc l'État collecte moins car l'activité économique diminue. D'accord? La courbe de Laffer ne dit pas moins d'impôts égale plus de recettes automatiquement. Elle dit qu'il y a un équilibre à trouver. Trop peu d'impôts égale pas assez d'argent. Trop d'impôts égale décourager l'activité, donc moins d'argent aussi. D'accord? Ce qu'il faut vraiment pouvoir saisir de très important, d'accord, c'est que quelque part la seule solution apparente, ok, avec ce qu'on a vu, donc soit l'imposition, soit les dépenses, c'est de diminuer les dépenses. D'accord? La TVA, tout le monde paye, pas comme l'impôt sur le revenu. Exactement, tout à fait. Tout le monde paye, que vous soyez au RSA, d'accord, que vous soyez quelque part à 50 000 net par an, ou que vous soyez à 15 000 € net par an. Tout le monde paye de la TVA, mais tout le monde ne paye pas des impôts sur le revenu. Très important à saisir. Donc vous voyez à quel point on se rend compte, si on décortique un peu la chose, parce qu'il ne faut pas oublier et mettre de côté que la France fait partie des pays qui imposent le plus dans l'OCDE. D'accord? Donc on ne peut pas monter au-delà de ce qu'on impose déjà. En tout cas, sur le papier, économiquement parlant, ce n'est pas la bonne idée. Et donc on lit qu'en moins d'une semaine, la France a encaissé 4 alertes économiques majeures, avertissement du FMI, mise en garde de la Cour des comptes, perte de leadership face à l'Italie au niveau du PIB par habitant et publication d'indicateurs avancés de l'activité économique
en chute. Cette séquence ne relève pas d'un simple concours de circonstances, mais d'une dynamique structurelle inquiétante, fruit de décennies d'aveuglement budgétaire, d'inefficience publique et surtout de déni politique. D'accord ? Le FMI sonne l'alarme vers un déficit public structurel à 6%. Le Fonds monétaire international, dans sa dernière revue de la France, a durci considérablement le ton. Si les institutions internationales sont généralement diplomatiques, les mots utilisés ici sont lourds de sens. Le FMI évoque un dérapage incontrôlé des dépenses publiques, et j'ai bien dit des dépenses publiques, comme on l'a vu tout à l'heure, et alerte clairement sur la trajectoire budgétaire qui, sans réforme, laisserait le déficit français cloué autour des 6% du PIB jusqu'en 2030. Cela signifie concrètement une incapacité à respecter les critères de Maastricht, déficit sous 3%, pour finalement encore moins de 5 ans, d'accord, ce qui est quand même énorme, pour encore au moins 5 ans, une accumulation continue de dette publique, une pression accrue sur les agences de notation, les investisseurs institutionnels et la Banque centrale européenne. D'accord ? Comprenez bien finalement que c'est quand même la deuxième économie européenne et que si jamais il y a un crack, ça va commencer à faire et à poser beaucoup de soucis. Citation justement du rapport du FMI en mai 2025, le 22 mai exactement, la France doit impérativement cesser de recourir à l'augmentation des impôts pour équilibrer ses finances. Oh, bah tiens, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Elle doit maintenir et engager une réforme ambitieuse de sa dépense publique, faute de quoi elle s'exposera à un risque de défiance durable des marchés. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Un pays qui, quelque part, fait défaut au niveau du FMI. Bah, je vous invite à aller voir ce que ça a donné, par exemple, le CAC 40, durant justement la crise des dettes souveraines. D'accord ? Alors, je ne sais pas s'il va être exposé comme je l'attends, mais durant la crise des dettes souveraines, d'accord ? Voilà, bon, ce n'était pas évidemment la France au global qui a été impactée, l'Europe en règle générale. Si certains arrivent à me trouver l'indice grec, s'il vous plaît, sur TradingView, avec le ticker, mettez-le moi, on va aller regarder ce que ça donne. Et voilà ce que ça a donné, une chute de 40%, justement, pendant, entre ici 2011 et quasiment début 2012. D'accord, ce qui était quand même très très conséquent. D'accord, donc forcément vous comprenez bien la catastrophe globale que cela pourrait amener. Alors en règle générale, là on n'est pas sur un pays qui, entre guillemets, enfin là on n'était pas sur le pays, on va dire, majeur durant les crises des dettes souveraines. D'accord. Mais ce qui est très important de saisir aussi derrière tout ça, c'est que l'Europe étant la deuxième puissance européenne, d'accord, c'est tout simplement finalement aussi la garante de la valeur de l'euro. L'euro, le dollar sont finalement le reflet aussi de la bonne économie de manière globale. D'accord ? Donc attention justement aux perspectives de l'euro face au dollar, parce que si défaut de paiement il y a, l'euro va drastiquement chuter de par sa perte de confiance majeure envers l'Europe en règle générale. D'accord ? Latex, ok, on va aller checker ça. Oui, ça doit être ça. Ah, mince, il le republie en 2020, évidemment. Évidemment. Atex Composite. Voilà, ah bah nickel, je crois que c'est ça, effectivement. Bon, ça doit être là-dessus. Ok. Donc effectivement, vous voyez ce que ça donne ici de faire justement d'avoir une sorte de crise de la dette, d'accord. Donc évidemment, bon, ça s'est passé entre 2008 et finalement 2010, d'accord. Bon, c'était 2011, c'était quand même catastrophique. Ici, on a perdu quasiment 90% du stock, voire même jusqu'à 92% du stock, d'accord. Si on va par exemple sur l'euro USD, durant cette période-là, d'accord, bah, c'est légitimement catastrophique aussi, ok, parce que finalement, c'est quand même une crise qui s'est prolongée pendant quasiment 10 ans. Voilà ce que ça donnait sur l'euro. D'accord. Donc attention à toutes ces petites observations, parce que ça va être très important de surveiller cette situation qui est quand même pas très bonne. D'accord. Avec un déficit public de 170 milliards d'euros en 2024 et des prévisions de 200 milliards pour 2025, la France ne semble pas vouloir ralentir. Pire, à moyen terme, le FMI estime qu'aucun ajustement crédible n'est à l'horizon, ce qui pourrait à terme provoquer un choc de confiance, en particulier si la BCE resserre sa politique monétaire ou si les agences de notation dégradent la signature française. D'accord, ça c'est très important de le savoir. Donc la Cour des comptes évidemment tire la sonnette d'alarme sur la sécurité sociale. Ok, la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est? C'est des dépenses. D'accord, c'est des dépenses, la sécurité sociale. C'est quelque part, vous allez par exemple chez le médecin, d'accord, bah, la sécurité sociale vous rembourse une part finalement de votre consultation. C'est des dépenses. D'accord. Un défaut de paiement envisagé dès 2027. La deuxième claque est d'autant plus grave qu'elle touche le cœur du modèle social français.
la sécurité sociale. Dans son dernier rapport finalement public cette semaine, la Cour des comptes évoque pour la première fois un risque de défaut de paiement. Le déficit des comptes sociaux porte en majorité par la branche maladie qui atteint des niveaux records. Donc effectivement ici le déficit prévisionnel en 2023 était de 10 milliards. En 2025 il est prévu à 18. Et en 2028, si rien ne se fait dans un scénario optimiste, on tablerait entre 24 et 25 milliards. Donc vous comprenez bien que là on a un emballement un petit peu de ce qui peut se passer. Donc la meilleure des manières à faire, de toute façon la seule chose qu'il faut pouvoir sauver, c'est la dette internationale. Si vous sauvez votre dette internationale, vous sauvez une partie de la structure de votre pays. Par contre, si vous choisissez de sauver beaucoup plus la structure de votre pays à l'inverse de votre dette internationale, vous faites tout simplement, vous utilisez le vélo à l'envers. D'accord ? Et ça, c'est peut-être la pire chose qui puisse exister. 90% du déficit provient d'une seule branche, la branche maladie, en raison notamment de la hausse des coûts hospitaliers, de la désorganisation liée aux vagues post-Covid, de l'allongement de la durée de vie et de la dépendance, d'une politique justement du tout remboursement devenue obsolète. La caisse finalement d'amortissement de la dette sociale créée en 1996 pour résorber le trou de la Sécu est en train d'arriver au maximum de sa capacité d'endettement. En 2025, elle prévoit 10 milliards de nouvelles émissions pour un besoin de financement supérieur à 20 milliards. Or, pour émettre davantage, il faut adopter une nouvelle loi organique, chose politiquement incertaine dans le contexte actuel de fragmentation parlementaire. En l'absence de cette loi, c'est l'agence centrale des organismes finalement de sécurité sociale qui devra emprunter à court terme et sans garantie explicite de l'État, donc à des taux plus élevés. Le scénario redouté, c'est quoi? C'est un enchaînement ACOS, donc finalement justement un emprunt de cette organisation-là, des taux courts prohibitifs, un défaut de paiement courant en 2027 avec une suspension des prestations et une crise sociale à la clé. D'accord? Troisième claque sociale, troisième claque dans la semaine, l'Italie, pays qui justement avait été évoqué il y a quelques années ici, est repassé devant la France, ce qui est absolument fou. Okay, le leadership italien est en train de reprendre pour la bonne et simple raison que ils ont drastiquement diminué finalement leur déficit, la dette publique, les dépenses notamment aussi, et on a eu une reprise très importante et il y a une réelle leçon économique derrière tout ça, c'est que finalement le PIB par habitant de l'Italie en parité de pouvoir d'achat vient d'égaler celui de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitants par rapport à leur travail et par rapport à la croissance du pays se sont enrichis. D'accord, la parité de pouvoir d'achat, c'est l'enrichissement individuel des habitants comparé justement à d'autres pays ou autres. D'accord. Donc en France, finalement, la France avait plus de 10% d'avance en 2020, il y a 5 ans. C'est rien du tout à l'échelle macroéconomique. Aujourd'hui, l'Italie a comblé le fossé. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que l'Italie, finalement, l'a prouvé, elle a réduit les dépenses publiques. D'accord, et ça n'a pas empêché la croissance. Donc croissance du PIB réel entre 2020 et 2024, 6,3%. Entre 2020 et 2024 pour la France, 4,20%. Déficit, on est passé de 7 à 3,4%. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est énormissime en 5 ans. Et là, on est sur une hausse persistante à quasiment 6%. Dette publique, moins 1,6 points. D'accord, plus 12 points pour la France, plus finalement, enfin à peu près 50,60% de dette publique par rapport au PIB, et là 60%. Alors on pourrait penser que 7 points c'est pas beaucoup, mais 7 points ça représente beaucoup plus que ce qu'on a besoin pour combler le budget 2026. Donc contrairement aux idées reçues, réduire la dépense publique n'empêche pas la croissance, l'Italie l'a prouvé. En France, le dogme inverse de relancer par la dépense s'est heurté à la réalité. Plus de dépenses égale moins de croissance, et surtout c'est ça, c'est le PMI, c'est-à-dire le climat des affaires qui est en rouge sang depuis décembre 2024, c'est une catastrophe aussi, d'accord, c'est vraiment pas très bien, pour le coup c'est une claque quand même assez intense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données d'activité finalement montrent que la France est rentrée en récession technique pure et dure, d'accord, pure et dure. Encore une fois, nous sommes en juin, 2 trimestres d'affilée, oui, la France est en récession. Non, cela n'est pas présent sur les marchés, pour la bonne et simple raison que, finalement, la note obligataire ne s'est pas dégradée, que l'ambiance politique est toujours à la négociation, d'accord, et que, quelque part, le marketing économique fonctionne encore un petit peu. D'accord, mais ça ne devrait pas durer. Donc indicateur évidemment ici niveau actuel en mai 2025, on est à 48, on est en dessous de 50, donc c'est une contraction. On a une contraction de l'économie en réalité depuis décembre 2024, la réalité elle est là. D'accord, 51 c'est ici, 50 c'est juste ici, donc on est en contraction.
Indice du climat des affaires 90, d'accord? Donc on est sur un ralentissement marqué. Moins 3 points de la confiance des ménages, plus bas depuis 2013, d'accord? Et ici, justement, perspectives de chômage qui sont vraiment pas forcément très consistantes. Est-ce que c'est Mélanie qui a bien travaillé? En effet, une partie de son programme politique et économique a réussi à redresser la balance. Mais dans tous les cas, l'Italie n'avait pas le choix de réduire les dépenses de manière drastique. Donc on va dire que c'est en bis-bis. Donc, tant que la note obligataire de la France n'est pas dégradée, les marchés ne subiront pas de réelle baisse. C'est plus compliqué que ça, et justement, on va rentrer sur le sujet juste après. Mais dans tous les cas, le plus inquiétant, c'est évidemment la remontée de l'anticipation du chômage à des niveaux absolument jamais vus depuis la zone euro. Il y a quand même des perspectives qui sont assez importantes parce que les Français ne croient pas à une reprise. D'accord? C'est très très belle étude qui a été publiée il n'y a pas longtemps. Et ici, effectivement, on est plutôt sur une perspective d'augmentation du chômage. Évidemment, les indicateurs historiques ne trompent jamais, d'accord, et justement la courbe des taux étant inversée, la machine devrait se débouquer incessamment sous peu. Autre sujet, c'est le risque obligataire évidemment, bon, on en a déjà parlé un petit peu, et le spectre de la tutelle quand même sur certains points, d'accord, notamment au Japon et aux États-Unis, bon, on en a déjà parlé un peu la semaine dernière, c'est moins dramatique aux États-Unis, c'est moins dramatique au Japon, mais c'est quand même relativement très 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 significatif. On reviendra pas dessus, on en a parlé en profondeur la semaine dernière. Mais ce qui est très important de noter, c'est ça, c'est aussi qu'en France, les taux à 10 ans sont déjà remontés à 3,3%, une nouvelle dégradation de la note par le S&P 500, potentiellement, parce que c'est ce qu'on attendait vendredi, où une perte de crédibilité fiscale pourrait propulser les taux vers 4,5-5%, ce qui serait suffisant pour geler les investissements publics et privés, alourdir considérablement le coût de la dette et provoquer une spirale autoréalisatrice de défiance. Ça veut dire quoi, défiance? Ça veut dire qu'on défie les marchés jusqu'à temps que la réalité finalement nous retombe entre les mains. Et ça voilà, c'est des choses que j'avais déjà évoquées avec vous. D'accord, le fait qu'effectivement, si jamais les décisions ne sont pas prises de manière drastique, c'est-à-dire des décisions budgétaires restrictives, en effet, il n'est pas impossible de voir éclater le taux de rendement finalement européen sur ces niveaux-ci, français pardon, sur ces niveaux-ci, mais ça serait une spirale absolument néfaste parce que c'est-à-dire que la dette coûterait de plus en plus cher malgré on va dire des réductions de dépenses. D'accord. Mon avis est le suivant. On va essayer de le comprendre. Je vais vous le donner à la fin, ce sera plus simple. Vous aurez toutes les infos comme ça. Donc voilà, donc ça aussi c'est très important à suivre. Évidemment, les décisions qui seront prises au sein de l'Assemblée nationale d'un point de vue économique seront très importantes à pouvoir suivre. La tentation du FMI, fiction, menace réelle. Si cette dynamique se poursuit, la mise sous tutelle de la France par le FMI pourrait devenir un scénario crédible. Ce ne sera pas sans précédent. La Grèce, l'Argentine, la Turquie ont connu ce type d'intervention. Que signifierait justement finalement le fait d'être sous tutelle du FMI? Baisse des pensions, donc on diminue totalement tout ce qui va être les retraites, d'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on diminue aussi les cotisations sociales, d'accord, pour justement permettre de relancer l'économie de manière hyper drastique. Baisse des salaires publics, tout ce qui va être finalement les professeurs, tout ce qui va être finalement notamment l'Assemblée nationale, les ministres et j'en passe, les maires. Suppression des niches fiscales, on retire tout ce qui existe, c'est-à-dire que là où l'État crée de l'incitation à l'investissement, on coupe tout. Hausse de la TVA ou de la CSG, donc on augmente la TVA potentiellement ou la CSG, après ce sont des plans globaux, ce que je suis en train de vous dire, tout ne peut être appliqué. Contrôle des mouvements de capitaux en cas de crise bancaire et surtout suspension de certains engagements de l'État. En bref, une perte totale de la souveraineté budgétaire au global. Et effectivement, on s'attendait justement le 30 mai à avoir la note de Standard & Poor's qui devait normalement pop, d'accord, et Standard & Poor's n'a rien touché. D'accord. On lit qu'une alternative est encore possible, réforme structurelle et lucidité politique. La situation est grave mais pas irréversible, à condition d'en finir avec la posture politicienne, les demi-mesures et le marketing économique. Le levier d'action est activé rapidement, potentiellement la réduction drastique évidemment des dépenses de fonctionnement, plus 22% quand même depuis 2018. Un quart, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Réforme de prestations sociales, notamment au niveau de la maladie, des retraites publiques et j'en passe. La refonte des aides inefficientes, tout ce qui est de la fraude, les allocations indues, etc. La stabilisation fiscale et surtout la relance de la productivité, de l'innovation et de l'investissement privé. Effectivement, le 30 mai, c'est-à-dire vendredi, on attendait la note de Standard & Poor's. Et Standard & Poor's n'a pas modifié finalement la note de la France, mais a ajouté une ligne. Quand vous avez la notation d'un pays, vous avez plusieurs choses à ajouter. D'accord, il y a la notation, et vous avez trois perspectives. Perspective prometteuse, ok, perspective linéaire ou perspective négative. D'accord, là actuellement la perspective était linéaire, on est passé en perspective négative. Et à la prochaine notation, si dégradation il y a, on passera à une note finalement en dessous. D'accord, ça veut dire quoi de dégrader la note obligataire? Ça veut dire que clairement les agences de notation vous disent, oula, attention,
on commence à potentiellement anticiper du risque, d'accord, sur finalement cette dette. Ok, on n'est pas certain que l'État en question puisse entre guillemets payer, d'accord, tout du moins il y a un risque potentiel pour qu'il y ait un défaut de paiement ou que pour les années à venir, la situation de cet état-là soit pas forcément bonne. Donc l'agence de notation maintient la note AA- française avec une perspective négative, un sursis qui cache une réalité économique dramatique des finances publiques, 40 milliards à trouver pour l'an prochain, alors c'est pas 20 c'est 40, autant pour moi, pire déficit de la zone euro en 2025, 5,6% du PIB, risque de crise de liquidité de la sécurité sociale, la Cour des comptes parle de dépenses hors de contrôle, la Commission européenne projette les pires finances publiques d'Europe, la notation AA de la France a été maintenue par Standard & Poor's, mais ce n'est, entre guillemets, pas forcément une bonne chose, ni un signe de bonne santé économique. C'est un sursis conditionné, une mise à l'épreuve implicite si la France ne donne aucun gage concret de maîtrise de sa trajectoire budgétaire d'ici l'été 2025. C'est pour ça que j'en parle, c'est que ça va être dans pas longtemps une dégradation non seulement possible, mais probable. On lit que justement, la France a encore une marge de manœuvre, mais elle diminue. Les marchés ne toléreront pas longtemps la combinaison d'une dette élevée avec un déficit incontrôlé et une croissance nulle. D'accord, effectivement, ça a été maintenu. Donc pour le moment, pas grand chose à rajouter, mais vous savez très bien à quel point c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête. D'accord ? Un élément clé souvent sous-estimé est le rôle des stabilisateurs de la BCE. Même si elle n'intervient pas directement pour sauver un pays, elle dispose justement de ce qu'on appelle le TPI, le Transmission Protection Instrument dont on a déjà parlé, lancé en 2022 pour contrer les écarts injustifiés de spread, de l'héritage justement du PEWP post-Covid, avec une capacité d'ajuster les réinvestissements de dette avant la maturité. D'accord. Ainsi, les marchés parient que la BCE interviendrait indirectement si la France devrait affronter une flambée brutale de ses taux. Cette assurance implicite pèse fortement sur les décisions des agences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le FMI n'est pas, pas le premier gage d'intervention. C'est pour ça que pour moi le FMI n'interviendra pas en France. J'estime que c'est impossible. D'accord. Par contre, on peut avoir l'implication justement du TPI, d'accord, et du FSE, donc du Fonds de sécurité européen. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rachète, la Banque centrale rachète toutes les obligations sur ces niveaux-ci pour financer la France, mais avec des lignes de contrat très précises, notamment d'un point de vue budgétaire. D'accord. Le TPI, qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois, finalement, un outil qui est là pour lutter contre le risque de fragmentation dans l'Union européenne. Si un pays fait défaut, ou tout du moins il n'est pas loin de faire un défaut, le TPI s'active pour notamment garantir la valeur de l'euro et la valeur justement de l'Europe en règle générale. D'accord. C'est pour simplement éviter la fragmentation de l'Europe en règle générale. Contrairement justement aux États-Unis, l'Europe a plus d'une vingtaine de pays à gérer. D'accord. Et un autre sujet qui arrive sur la table et qu'il va falloir surveiller de très près, au-delà de la fragmentation budgétaire, c'est de la fragmentation politique. D'accord. Parce qu'évidemment, il y a un risque qui pèse, on va dire, dans les backstage que beaucoup ont oublié, c'est la potentielle dissolution de l'Assemblée nationale cet été. Et oui, on va être à plus d'un an maintenant de la dernière dissolution d'Assemblée nationale, finalement lancée par Emmanuel Macron en juin 2024. Dois-je vous rappeler ce que ceci a provoqué? C'est-à-dire ça, d'accord? Souvenez-vous, on avait pris beaucoup de ventes sur ces momentum-là. Voilà, on est en juin, mai, juin, voilà. Ici, justement, on a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est le CAC 40 ici, n'a jamais repris ces niveaux de l'année dernière et on y arrive. Ça veut dire que ça fait un an. Ok, si vous aviez investi ici sur le CAC 40 il y a un an, vous allez potentiellement revenir à votre prix d'entrée. D'accord. C'est pour ça que justement on avait vendu ce niveau-ci, on avait vendu ces niveaux-là, etc. D'accord, on s'était très bien sorti. Et désormais, on va plutôt attendre ces niveaux-ci pour pouvoir intervenir. D'accord. Donc effectivement ici, un risque mystère pèse en arrière-plan. La dernière dissolution de l'Assemblée nationale a été prononcée par le président Emmanuel Macron le 9 juin 2024 à la suite des résultats des élections européennes où le RN finalement est arrivé en tête. Cette décision a conduit à des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet 2024. D'ailleurs, nous n'avons eu qu'un ministère au complet en novembre-octobre de l'année dernière. Nous ne sommes qu'en juin, si je puis dire. Quand une nouvelle dissolution est-elle possible, selon l'article 12 de la Constitution, il ne peut procéder à une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale dans l'année qui suit les élections législatives. Donc ce sera pour le 8 juillet 2025, soit un an
après le second tour des élections législatives de 2024. Donc vous voyez que ça peut être quand même très problématique. Il est important de noter que cette position vise à garantir une certaine stabilité institutionnelle et éviter des dissolutions trop fréquentes. Toutefois, finalement, une fois ce délai d'un an écoulé, le président de la République peut, s'il le juge nécessaire, de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale en respectant les procédures constitutionnelles requises. Alors pourquoi Emmanuel Macron pourrait procéder à une énième dissolution de l'Assemblée nationale? Pour la bonne et simple raison que, comme je viens de vous l'expliquer, de nouveaux textes de loi budgétaires risquent de prendre place avec beaucoup de virulence, que les 49.3 peuvent, entre guillemets, pleuvoir dans l'Assemblée nationale, c'est d'ailleurs potentiellement exactement ce qui va se passer, et que les textes peuvent, entre guillemets, être totalement bâchés, d'accord, il peut y avoir ce qu'on appelle des motions de censure, et que si rien n'est fait, une énième dissolution prendra obligatoirement place d'un point de vue politique. Ok, c'est, comme on dit, c'est corpo, d'accord, c'est exactement ce que le président devra déclencher. Donc au niveau du CAC 40, j'attends toujours à ce qu'on vienne récupérer ce niveau de liquidité. Il est fort possible que nous ne venions pas, excusez-moi, j'ai parlé beaucoup aujourd'hui encore une fois, il est possible que nous ne récupérions pas, ce gros niveau ici même, d'accord. Et c'est d'abord cette supply-là à laquelle je vais faire très attention. Et ce qui est très intéressant d'observer, c'est surtout la capacité du marché allemand à reprendre beaucoup plus de valeur. Oui, ça c'est le plus haut qui est ici, que justement le marché français, qui est pourtant doté d'entreprises absolument fabuleuses. Schneider Electric, bon, ils font beaucoup de chiffre d'affaires à l'étranger aussi, d'accord, notamment LVMH et j'en passe, mais on voit bien que le marché français ralentit énormément, contrairement justement aux marchés globaux, à droite à gauche, qu'on peut observer en règle générale. D'accord. Donc forcément, très gros sujet qu'il va falloir surveiller avec beaucoup d'attention, d'accord, et avec justement lequel il ne va pas falloir prendre de pincettes, parce qu'évidemment ici une sorte de gros boulet est en train d'arriver finalement à l'Assemblée nationale et au budget français. Il faut savoir qu'en macroéconomie, comme vous le savez, quand vous prenez une décision, quand vous ne prenez pas de décision, vous n'en voyez l'impact que 8 mois ou 6 mois après, d'accord. C'est très important de pouvoir le saisir, voire même 1 an. Et ce qu'il faut pouvoir aussi saisir, c'est que l'activité globale ralentit, d'accord, notamment sur la baisse, on va dire, des ventes de voitures neuves, moins 12% en mai, d'accord, c'est quand même très conséquent. Et c'est vrai que si on regarde les boîtes type Volkswagen, ici on fait moins 77% depuis 2022, d'accord. Si on regarde par exemple Toyota, on fait moins 27% quand même depuis, depuis quasiment 2025, d'accord. Donc même les véhicules dits d'entrée de gamme voient leur demande chuter, signe que les arbitrages budgétaires des ménages pèsent désormais très lourd sur le renouvellement automobile, d'accord. Et Stellantis, incertitude économique, prix moyen des véhicules neufs en hausse constante au-dessus de 27 000 € en 2025, fin de nombreux bonus écologiques, notamment pour les véhicules thermiques et hybrides non rechargeables. D'accord. Donc vous voyez bien que quand justement tout ce qui va pouvoir concerner entre guillemets la vente de véhicules neufs diminue, c'est que la confiance des ménages diminue en globalité. Là vous avez justement la confiance des ménages qui est historiquement basse, d'accord. À chaque fois qu'on a atteint ces niveaux-là, c'est qu'on était en récession, vous voyez qu'on est quasiment sur ces niveaux-ci, d'accord. Donc vous voyez que la situation de la France, elle n'est pas facile à jauger, c'est pas la plus jolie, et que finalement tout le travail d'analyse qu'on fait maintenant depuis des années vient finalement se mettre sur la table et attraper de plus en plus finalement de logique, d'objectivité, j'en passe. D'accord. Donc les choses auxquelles il va falloir faire très attention, c'est finalement l'évolution du marché obligataire et surtout les décisions qui seront prises d'un point de vue politique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à candidater pour Finology ou rejoindre notre Discord totalement gratuit où je vous poste mes analyses. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like en l'air ou un like finalement vers le bas si ça vous a pas plu et d'expliquer pourquoi. On se retrouve dans un prochain format. Merci à tous, bonne journée.